Ne soyez pas inquiets de l'arrivée de ces technologies. Si vous y comprenez rien et si vous n'êtes pas un technophile, c'est une bonne nouvelle parce que ces technologies, elles ont été faites pour nous qui ne savons pas coder, pas pour ceux qui savent coder justement. N'ayez pas peur, de toute façon, la technologie est là, on ne reviendra pas en arrière. Ceux qui vont gagner avec cette technologie, ce sont ceux qui vont s'y mettre les premiers et qui vont dompter l'IA avant de se faire dompter eux par l'IA. Mon invité aujourd'hui est un entrepreneur multirécidiviste. Il a cofondé Sarenza.com, que vous connaissez, j'imagine, tous, qui est un site de vente de chaussures, qui était leader français et je crois même leader européen. Et oui, alors maintenant, je pense que Zalando est sans doute passé devant, vu la taille du mastodonte allemand, mais en tout cas, pendant quelques années, ça a été clairement le leader européen. Oui. Donc, il s'agit de Francis Lelon, qui a connu le succès, connu aussi la mise à l'écart avant de se réinventer. Il dirige aujourd'hui Allegria Group, un acteur clé de la révolution no-code et IA en France. Alors, Francis, tu es ce qu'on appelle un entrepreneur en série. Si je te demande aujourd'hui quelle est ta vraie compétence transversale, celle qui te suit de boîte en boîte, tu me dirais quoi ? Je pense que je dirais la bonne humeur, qui n'est pas forcément une compétence qu'on met toujours en avant. Mais peut-être que ma force, c'est d'arriver tous les matins au bureau avec le sourire et l'envie d'avancer et l'envie d'être positif. Ça m'a toujours accompagné. Je suis né comme ça, c'est dans mon ADN. J'ai rien fait de particulier, mais je dors toujours très bien et j'arrive toujours en pleine forme le matin et toujours avec le plaisir de retrouver mes équipes. Donc, je pense que ce serait peut-être ça le fil conducteur de toutes ces années, le plaisir. Comment tu fais quand tu dis tu dors très bien? Quand on sait bien, quand on est un entrepreneur, c'est pas toujours le beau temps, c'est pas mal de challenges. Comment tu fais pour garder la distance? Je crois qu'il n'y a pas un parcours entrepreneurial déjà sans échec, ça c'est évident. On n'est pas d'ailleurs obligé non plus d'échouer avant de réussir. C'est un petit peu la petite musique qu'on entend en ce moment. Je pense que c'est une chose de dire que l'échec permet de rebondir, c'en est une autre de dire qu'il faut passer par l'échec pour réussir. Tout à fait. Donc non, je pense que peut-être que j'ai compris assez rapidement que mes entreprises, c'était pas mes enfants, que des opportunités, il y en a plein dans la vie, que la boîte qu'on pensait être la meilleure de sa carrière, finalement, celle d'après, ça peut-être encore mieux. Et donc, je pense qu'il faut garder une forme de distance par rapport à ça, tout en étant dans un engagement à 200%. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Comme dans la vie, il y a plein d'autres sujets sur lesquels il ne faut pas mélanger les sujets. Parfois, on a tendance à y mettre trop d'affect, trop de personnel, trop d'ego. Et avec l'expérience, on prend un peu de distance par rapport à ça. Tu penses que tu n'as pas cet ego-là je l'ai eu, c'est sûr. D'ailleurs, c'est une des raisons qui nous a conduit avec mes associés sur Sarenza à s'écharper les uns avec les autres et à partir de la société plutôt que prévu. Je pense que si on avait eu moins d'ego à l'époque, on aurait été capable de s'asseoir autour d'une table et de s'entendre. Concrètement, c'est quoi en fait quand on a trop d'ego ? Est-ce que tu peux donner un exemple, une situation qui explique un peu ce que c'est d'avoir trop d'ego ? Oui, alors c'est très simple. Nous, par exemple, on était tellement convaincus, on était 3 fondateurs, on était tellement convaincus à 2 qu'on devait être le CEO de la boîte, qu'on avait fait une CEO alternée 1 an sur 2, l'un et l'autre. Quand ça part comme ça, déjà, c'est pas bon signe. Donc, parce que lui était convaincu qu'il devait être le CEO parce qu'il était plus âgé. Moi, j'étais convaincu parce que j'avais plus d'expérience. J'avais déjà fait plusieurs boîtes avant. Chacun ses bonnes raisons. Mais en fait, c'est pas du tout la bonne manière de faire les choses. D'accord. Et justement, quand tu parles de Sarenza, donc tu as connu la croissance, l'hyper-exposition, l'éviction. Tu en as déjà parlé ailleurs. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on se relève de ça ? En fait, quand je dis comment on se relève de ça, est-ce que tu as été conseillé par une personne ? Est-ce que tu as eu des pensées ? Est-ce que concrètement, comment on fait ? Je pense que la situation a beaucoup changé. D'ailleurs, entre-temps, je suis devenu ambassadeur des rebondisseurs français, qui est une des rares associations qui accompagne justement les entrepreneurs dans leur phase d'échec. Il y a plein d'associations pour plein de choses, mais il n'y en a que 2 qui s'occupent des milliers d'entrepreneurs. C'est lesquels ? C'est les rebondisseurs ? Les 60 000 rebonds et les rebondisseurs français. C'est les 2 seules associations dont je fais partie, dont je suis le parrain, exactement. Okay. Et j'ai été très marqué. Excuse-moi, juste quand tu parles d'association, ça veut dire qu'on peut intégrer en tant qu'entrepreneur. Exactement. Et je vous invite vraiment à choisir l'une des 2 ou à venir aux 2 si vous le souhaitez. En tout cas, de regarder ce sujet-là. Surtout si vous êtes un entrepreneur en ce moment qui réussissez, puisque
La difficulté, en fait, quand on est dans l'échec, c'est de trouver la bonne personne à qui en parler. On ne peut pas en parler à sa famille, ses amis ne sont pas tous entrepreneurs. Et donc, on est très isolé. En tout cas, c'était le cas à mon époque. Et donc, non seulement pendant la crise, on n'a eu personne pour nous asseoir autour de la table pour faire en sorte qu'on s'entende. Le Business Angel n'ont pas joué leur rôle, par exemple, dans une situation comme celle-ci. Alors qu'aujourd'hui, avec des associations comme le Croissance Plus, le Galion, on va trouver des pairs qui vont nous permettre, quand on est dans cette situation de conflit avec des associés, de pouvoir trouver des solutions. Donc je pense que en fait, l'expérience maintenant de la start-up, de toutes ces boîtes où, comme dans les couples, le divorce, ça arrive, eh bien, on sait mieux le gérer aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc il faut trouver des gens à qui en parler, il faut faire son bilan, il faut décider de se battre ou de tourner la page. Ça, c'est une décision très difficile à prendre parce que parfois, l'éviction se fait à bonne raison. C'est pas tout noir ou tout blanc. Parfois, l'éviction est faite dans des conditions totalement défavorables à l'entrepreneur. Et il faut décider de dire est-ce qu'on a envie de laisser tomber ou est-ce qu'on a envie de se battre pour la boîte. Donc, c'est des décisions qui sont très difficiles à prendre, en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. C'est juste quelque chose qu'on ressent en soi. Comment tu as fait, toi ? Moi, j'ai essayé de me battre parce qu'on me laissait avec rien. Donc, j'ai eu 3 mois de bataille judiciaire pour réussir effectivement à faire valoir mes droits. 3 mois, c'est pas beaucoup. Non, finalement, ça a été relativement vite, mais parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je l'ai raconté plusieurs fois, la manière dont ça s'est passé, mais c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. On sait que de toute façon, on ne reviendra pas. Mais en revanche, c'est une chose de ne pas revenir, ça en est une autre de ne pas respecter le travail qui a été fait de l'entrepreneur pendant 5-6 ans et de le laisser repartir avec zéro. Donc moi, c'était ça l'enjeu. Ça m'a permis ensuite de repartir sur une autre boîte, de me réinventer. Et en fait, moi, j'ai toujours su que je serais entrepreneur toute ma vie et que je ne savais rien faire d'autre. Et donc, il n'y avait pas de... En fait, j'ai retrouvé très rapidement un projet et donc ça m'a permis de me projeter tout de suite dans autre chose. Et je pense qu'il faut une phase d'analyse, de retour d'expérience, de compréhension des raisons de ces échecs. Dans l'idéal, de le faire avec d'autres entrepreneurs qui vont pouvoir donner un effet miroir. Moi, j'avais personne, donc je l'ai fait tout seul. Non, à l'époque, il n'y avait rien. Et tu en as parlé à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a conseillé, qui t'a aidé dans tes décisions ? Non, quelques autres entrepreneurs autour de moi avec qui j'ai effectivement pu en parler. Mais en fait, à l'époque, les entrepreneurs n'en parlaient pas, et encore aujourd'hui, très peu communiquent sur ces moments difficiles, leurs échecs. Moi, j'avais décidé d'en parler tout de suite, et je me suis plutôt retrouvé dans la situation depuis 20 ans à accompagner des entrepreneurs qui ont vécu ça. Même encore récemment, j'étais appelé pour aider des entrepreneurs qui vivaient ce genre de situation, parce qu'on est très peu à avoir communiqué sur cette situation, et du coup, ça m'a donné une forme de visibilité, un peu une expertise sur le sujet. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent quand tu passes par une phase difficile, il ne faut pas le dire parce que tu ne vas pas attirer les opportunités ? Ah non, mais en fait, je pense que c'est une bêtise totale. C'est une bêtise ? Bien sûr, puisque de toute façon, d'abord, je pense que la valeur fondamentale en 2025, c'est l'authenticité, que l'authenticité paye. Moi, les fonds d'investissement m'avaient fait des menaces en me disant si tu parles à la presse, tu ne lèveras plus jamais un centime de ta vie. J'ai jamais levé autant après qu'avant. Je pense que en fait, ce qui est important, c'est d'abord d'être honnête avec soi-même. Moi, je sais que dans la situation de Sarenza, on a fait plein de bêtises, nous aussi, les fondateurs. Encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas les méchants investisseurs et les gentils entrepreneurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, ça m'a beaucoup appris, en fait, pour la suite. Et donc, c'est une richesse. Et je pense que cette perception, quand même, de ce sujet est en train d'évoluer. Après, je comprends que c'est difficile d'en parler. Je comprends que tout le monde n'est pas prêt à ça. Des fois, je marre quand je vois des entrepreneurs qui annoncent sur LinkedIn qu'ils sont super contents, ils viennent de vendre leur boîte, alors qu'en réalité, ils se sont juste fait sortir. Voilà, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent. On entend souvent, il faut toujours dire que tout va bien pour attirer les opportunités. Et d'ailleurs, il y avait eu un documentaire sur Trump que j'avais vu l'année dernière. Et en fait, la pire année dans son business, il disait que c'était la meilleure année qu'il avait eue. Et c'est comme ça qu'il arrivait à avoir des opportunités. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Donc toi, tu dis pas vraiment, en fait. Il faut être exactement. Je pense authentique. Je pense qu'il y a un certain niveau d'information. Typiquement, nous, on a eu des moments difficiles aussi chez Allegria. Ça fait 4 ans. Il y a eu des moments de tension sur la trésorerie. On en informe les collaborateurs. Après, il y a un filtre à faire parce que ça ne sert à rien de les mettre en situation non plus, les collaborateurs, de s'inquiéter au-delà de leur niveau de responsabilité. Ça, c'est très important. Mais une forme de transparence, d'honnêteté intellectuelle, même vis-à-vis de ses partenaires. Nous, on a eu des difficultés pendant un moment à payer un certain nombre de nos fournisseurs.
bon, c'est pas en mettant la tête dans le sac et en disant que tout va bien qu'on va régler le problème. Eux aussi, ils peuvent être passés par là, ils peuvent comprendre, on peut expliquer les choses. Donc je pense que la communication, la transparence, l'honnêteté, ça a toujours été quelque chose qui paye sur le long terme. Donc vaut mieux s'inscrire dans une vision de long terme que d'essayer de sauver des choses qui sont même pas sauvables de temps en temps et d'embarquer tout le monde avec. J'ai eu le cas récemment avec une boîte que je citerai pas, l'entrepreneur qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit mais non, il n'y a pas de problème, je te paye la semaine prochaine, et qui 3 jours après a déposé le bilan. À quoi ça sert? Ça n'a aucun sens. Oui, et en plus de ça, je pense que quand on parle des choses telles qu'elles sont, c'est là où on arrive à avoir du soutien. Sinon, on est un peu dans la solitude du dirigeant, de se retrouver seul par rapport à... Et cette personne-là, maintenant, je sais quoi penser d'elle, et je vais penser malheureusement la même chose pendant des années. C'est difficile d'enlever un jugement négatif bien sûr, sur sa fiabilité. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Il faut essayer d'éviter de faire celle-là, je pense. Ouais. Francis, si tu devais te décrire en une phrase au-delà de ce qu'on sait de toi, qu'est-ce que tu dirais? Oh là là Derrière Sarenza, Allegria, le No-Code, toutes les boîtes que tu as, parce que ce n'est pas les seules boîtes sur lesquelles tu as... Oui, bien sûr. Non, je pense que c'est une vraie passion pour la tech, ça c'est sûr, depuis toujours. Depuis toujours. Ouais, depuis toujours, qui m'a sans doute été transmise par mon grand frère. Une passion aussi pour les entrepreneurs engagé, un grand fan de Steve Jobs depuis toujours. J'avais d'ailleurs dit à l'époque que le jour où Steve Jobs arrêterait, j'arrêterais la tech aussi. Bon, je n'ai pas respecté cet engagement. Ouais, bien sûr, c'était un vrai modèle pour moi. Et puis, je pense aussi une grosse force de travail. Moi, j'ai toujours vu mes parents énormément travailler. Et donc, généralement, c'est moi qui ouvre la boutique le matin à 8h et je repars le soir à 8h. Donc, on est... c'est ce que tu fais encore aujourd'hui? Oui, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, bien sûr. C'est quoi tes horaires de... 8h. 7 sur 7 ou 5 sur 7? Ah non, quand même, peut-être plus 7 sur 7. À l'époque de ma première boîte, c'était plutôt 6 ou 7 sur 7, ouais, effectivement. Aujourd'hui, je suis plutôt sur 5,5, 6, on va dire. Je bosse toujours quand même un peu le week-end, mais moins quand même qu'à une certaine époque. 8h. Tu te réveilles à quelle heure le matin? Je me réveille à 7h et je dors 5 heures par nuit. Donc, je dors très peu, en fait. Et j'ai jamais dormi beaucoup, mais toujours très bien. Et donc, ça me permet d'avoir un peu plus de temps aussi pour faire d'autres choses. Donc, en fait, tu as aussi un coup d'avance parce que quand les autres dorment, tu lis. C'est à ce moment-là où tu lis, où tu t'informes. Oui, exactement. Beaucoup d'informations, beaucoup de lectures, beaucoup de médias, beaucoup de fêtes aussi, parce que j'adore faire la fête. Donc, ça me permet de pouvoir faire la fête jusqu'à 2-3 heures du mat et être à 8 heures au bureau en pleine forme. Ça, c'est pas mal. Ok. Soyons directs sur la tech. Tu entends quoi tous les jours? Est-ce que tu entends des gens qui disent « je suis pas tech, c'est trop tôt, on verra l'an prochain ». Tu réponds quoi à ces personnes qui attendent avant de se former à l'IA? Je pense qu'en fait, il y a encore beaucoup de pensées limitantes sur le sujet. Et en fait, cette pensée limitante, elle vient simplement d'une réalité qui perdure depuis une 50aine d'années, mais qui est en train de se terminer. C'est la compétence liée au code. Beaucoup de gens pensent que s'ils n'ont pas appris à coder, ils ne peuvent pas faire carrière dans la tech. Moi, je suis l'exemple inverse. J'ai fait toute ma carrière dans la tech, je n'ai jamais appris à coder. Donc c'est possible. Et surtout, je pense qu'on arrive maintenant à une phase où un monde est en train de se terminer. Le monde où la création de valeur passe par la tech, donc par le code, donc il faut lever de l'argent pour financer des développeurs. Et en fait, au-delà de l'IA, au-delà du no-code, moi, la vision que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt la vision de l'après-code, ce que j'appelle l'après-code. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase où la compétence technologique et la barrière financière du code sont en train de tomber. D'ailleurs, il suffit de regarder toutes les startups qui se lancent en mode bootstrap aujourd'hui avec des fondateurs qui connaissent rien à la tech et qui font des services tech avec des outils no-code, avec de l'IA. Et ça, c'est une formidable nouvelle parce que ça veut dire qu'on va sortir d'un monde de la fameuse Startup Nation, des happy few qui ont fait les bonnes études, qui ont les bons contacts, qui peuvent lever de l'argent et qui finalement restreignent énormément l'innovation à un certain nombre de secteurs d'activité spécifiques. Demain, on a une idée pour sauver la planète, dans la RSE, pour faire ce qu'on veut, qu'il n'y avait peut-être pas avant de modèle économique. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut l'avoir parce qu'on n'a plus besoin de mettre 500 000 balles ou 1 million sur la table pour commencer à faire quelque chose. Et donc, de manière assez contre-intuitive, ma conviction, c'est que l'arrivée de l'IA, finalement, va remettre les skills fondamentales de l'entrepreneur au cœur du jeu. Et en particulier, la vision, la capacité à vendre, la capacité à convaincre et la capacité à exécuter, qui sont les 4, compétences fondamentales d'un entrepreneur. Donc, ne soyez pas inquiets de l'arrivée de ces technologies. Si vous n'y comprenez rien et si vous n'êtes pas un technophile, c'est une bonne nouvelle parce que ces technologies, elles ont été faites pour nous qui ne savons pas coder, pas pour ceux qui savent coder, justement. Et ça, c'est génial.
Donc tu disais, les qualités entrepreneurs, tu disais vision, exécution. Commercial. Donc voilà. si tu as la vision, Ouais. le côté commercial et l'exécution, tu peux tout faire. Tu as les qualités pour y aller, exactement. Tu as les qualités pour y aller. Et est-ce que ça voudrait dire qu'on rentre aussi dans un marché aussi très compétitif? Parce que tous ceux qui ont ces 3 qualités vont pouvoir en fait développer des boîtes. Elle sera où la valeur ajoutée en fait de l'un et l'autre si tout le monde... Alors, pas complètement, parce que je pense qu'il y a un élément fondamental, et on le voit très bien aujourd'hui, et je peux te donner un exemple très simple sur l'IA. Beaucoup de gens pensent que de toute façon l'IA va remplacer tout le monde. D'ailleurs, Bill Gates, il y a quelques semaines, au Saturday Night Live, a quand même dit à des millions d'Américains, 2035, c'est la fin du travail pour les humains. Il n'aurait jamais dit ça avant, et c'est pas Elon Musk, il n'a rien à nous vendre, il est passé à autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'en fait, il y a 2 écoles aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent effectivement qu'on va arriver à l'intelligence artificielle générale et que, bien évidemment, si on a cette technologie, on n'aura plus besoin de travailler. Bon. Et il y en a d'autres, comme Luc Julia, par exemple, et quelques d'autres qui pensent qu'on n'y arrivera jamais et qu'il y aura toujours du travail pour les humains. Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis très mauvais pour faire des prévisions. Ça fait 10 ans que je dis à ma mère que l'année prochaine, on aura la voiture autonome dans Paris et qu'on ne l'a pas. Donc, ça, c'est ton côté optimiste. Oui, exactement. C'est mon côté optimiste. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que cette capacité à pouvoir utiliser ces outils, en fait, elle ne fonctionne qu'à partir du moment, en tout cas aujourd'hui, qu'à partir du moment où on a une vraie expertise. Et il y a un exemple tout simple que chacun peut faire dans sa boîte. Essaye de faire quelque chose de complexe avec un stagiaire et une IA. Le stagiaire ne saura même pas poser correctement la question à l'IA. Donc c'est une compétence de savoir poser la bonne question. Exactement, c'est une compétence. Et puis même de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, la stratégie, la vision, où on veut aller. La même intelligence artificielle avec un expert du sujet sortira une qualité de réponse bien meilleure parce que la manière de poser la question, la compréhension, la manière de challenger l'IA sera bien meilleure. Aujourd'hui, l'IA fonctionne très bien avec les gens qui ont une expertise. Expertise de l'outil. De leur sujet. De leur sujet ou de l'outil. Pas de l'outil. D'accord. L'expertise de l'outil, c'est pas un énorme enjeu. On va en parler, mais il y a plusieurs niveaux de compétences à avoir pour pouvoir utiliser correctement l'IA. Mais même aujourd'hui, à niveau de compétences équivalent, entre un stagiaire qui ne connaît pas fondamentalement le sujet et un expert, le résultat n'aura rien à voir. Parce qu'il ne posera pas la même question. Parce qu'il ne posera pas la même question, mais il sera capable de voir quand il a dit des bêtises, parce qu'il sera capable de la challenger, parce qu'il sera capable de l'orienter vers la bonne solution. Donc aujourd'hui, si on veut utiliser correctement ces outils, c'est 3 compétences. Une compétence métier, une expertise métier. Une compétence data, et c'est là où le bas blesse souvent, parce que personne ne nous a formés à la data, et une compétence sur les outils. Quand on a ces 3 éléments-là, on peut faire des choses incroyables. Tu peux nous donner un exemple ? Ça serait quoi, par exemple? Une compétence métier? Là, par exemple, on accompagne une boîte dans le domaine des fusions-acquisitions. On a mis en place une IA qui fait le boulot des stagiaires, donc ça, c'est sympa. Mais quand on veut réussir à aller... challenger par exemple la construction d'un dossier ou une stratégie de vente pour une société, le stagiaire avec l'IA, il ne va rien faire en fait. Alors que l'expert, lui, qui connaît déjà très bien le secteur, qui connaît les concurrents, qui connaît l'environnement, qui connaît la valeur de la société, lui va être capable de donner à son IA des éléments de contexte, des objectifs beaucoup plus clairs, un format d'output prédéfini qui vont lui permettre d'avoir un résultat bien meilleur. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, ça se terminera le jour où on aura la fameuse IA générale, l'AGI, qui sera à notre niveau intellectuel et qui sera même meilleur que nous. Mais tant qu'on n'a pas ça, la compétence métier reste un élément déterminant. Du bon usage de l'IA. Ok, c'est très clair. Donc, il faut quand même connaître son sujet, expert dans son sujet, savoir poser les bonnes questions pour que l'outil, en fait... Et ça a une conséquence fondamentale, d'ailleurs, que les gens oublient. C'est-à-dire que souvent, quand on échange dans des entreprises, quand on arrive pour accompagner une entreprise avec Allegria, il y a une attente très importante des collaborateurs sur qu'est-ce qu'on va faire de l'IA. Est-ce qu'on va faire des gains de productivité? Est-ce qu'on va couper des emplois? Est-ce qu'on va aller chercher de la croissance? Ce n'est pas du tout la même stratégie. Tout à fait. Et les gens ont peur de perdre leur job aujourd'hui avec cette idée qui est fausse, faut être clair aujourd'hui, à part pour quelques métiers, de se faire remplacer par l'IA. Le problème, ce n'est pas de se faire remplacer par l'IA. Le problème, c'est de se faire remplacer par la personne qui maîtrise l'IA. C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. Exactement. Et nous, on voit beaucoup de gens qui viennent se former chez nous avec 2 catégories de personnes. Ceux qui viennent parce qu'ils ont compris que c'était une formidable opportunité business et qui sont plutôt dans une dynamique de création de valeur. Et puis ceux qui viennent plutôt en mode défensif, j'allais dire, qui ont peur
de se faire remplacer par l'IA et qui ont bien compris qu'entre demain, 2 collaborateurs dans une entreprise, celui qui maîtrise les outils d'IA et celui qui ne les maîtrise pas, forcément, celui qui les maîtrise, il aura un avantage compétitif. Et c'est lui qui va prendre le job. Et ça me rappelle, je raconte de temps en temps cette histoire qui est assez drôle. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à bosser en 94, j'étais une star dans ma boîte parce que je savais faire des slides PowerPoint en 94. Mon patron, qui avait mon âge d'aujourd'hui, à l'époque, lui, il faisait des transparences sur le rétroprojecteur. Donc, toute la génération des cinquantenaires dont je fais partie, nous, on a commencé à bosser nativement avec Word, Excel, PowerPoint, qui étaient des outils qui avaient que 5-6 ans quand on a commencé à bosser. Et aujourd'hui, ça viendrait de personne de ne pas maîtriser ces outils. On n'en a plus besoin. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin, exactement. Et on passe sur une nouvelle stack technique. Et c'est cette formation massive qu'il faut accompagner, puisque, bien évidemment, la productivité de quelqu'un qui maîtrise uniquement des outils de type bureautique et quelqu'un qui va maîtriser des outils de type automatisation, no-code, IA, c'est x4, x5. Quels sont ceux que tu vois qui viennent? On va parler d'Allegria juste après, mais ceux que tu vois, tu sens qu'ils ont peur, est-ce que c'est des métiers spécifiques que tu retrouves, qui reviennent assez souvent? Je pense que, d'une manière générale, ça fait plaisir à personne quand on se fait challenger par de l'IA. Moi, je me mets dans la tête de Kasparov la première fois il a perdu contre de l'IA, ou dans la tête d'un radiologue à qui on dit aujourd'hui que l'IA détecte 80% des tumeurs alors que lui, il ne fait pas plus que 60%. Ça fait plaisir à personne. Bon, ça, c'est une réalité. Et surtout, je pense que l'erreur que font beaucoup de gens concernant l'IA, c'est qu'ils pensent que, comme je disais tout à l'heure, l'IA, c'est super pour remplacer le stagiaire, pour faire des tâches subalternes, automatiser des choses pour améliorer sa qualité de travail. Mais elle est aussi très très bonne pour faire les tâches complexes, en particulier quand elle est entraînée pour ça et qu'elle est spécifique à un métier. Et c'est vers ça qu'on va. En fait, aujourd'hui, on est en train de créer ces fameux agents et on va avoir demain des agents qui seront gestionnaires de patrimoine, des agents qui seront des agents immobiliers, des agents qui seront des comptables, des agents qui seront des avocats. Et là, bien évidemment, se pose la question de la création de valeur d'une profession ou d'un métier. Et allez, je vais dire quasiment 80% des entreprises qui viennent nous voir aujourd'hui chez Allegria viennent toutes nous voir en nous disant « l'IA, c'est génial, on veut faire 5, 10, 20, 30% de gains de productivité, super, on va vous aider ». Mais personne ne vient nous voir en s'étant déjà posé la question de savoir « est-ce que ma boîte existera encore dans 5 ans ? Est-ce que j'ai encore une raison d'être ? Est-ce que je vais encore créer de la valeur avec ce que je fais aujourd'hui ?» Il faut garder en tête une statistique qui est assez dingue aujourd'hui aux États-Unis. 50% des patrons du Fortune 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, pensent que leur boîte aura disparu dans les 10 ans à cause de l'IA. C'est énorme. Donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer aller chercher des gains de productivité avec l'IA sans d'abord se poser la question... La raison d'être de ma ta raison boîte. D'être, exactement. Si l'IA peut faire ce que je fais de manière plus rapide et plus efficace, qu'est-ce qui va me rester à proposer à mon client ? Donc... Mais qu'est-ce que tu leur dis alors? C'est pas justement quand on parle de raison d'être. Moi, je leur donne l'exemple de ce qu'on a fait à l'époque sur Sarenza, et je pense que c'est un exemple universel. Quand on a lancé Sarenza à l'époque, alors on a fait ce que fait tout le monde, une étude de marché, et puis aller voir les experts du marché. L'étude de marché, 100% de nos copines nous ont dit que jamais elles achèteraient de chaussures sur Internet. Et quand on est allé voir les experts pour essayer de comprendre pourquoi, nous on se dit, bah oui, mais les chaussures, il faut les essayer. Ça, c'est poser le problème. Donc aujourd'hui, l'IA pose un certain nombre de problèmes et un certain nombre de questions. Maintenant, il va falloir trouver la réponse. Et dans le cadre de Sarenza, la réponse, c'était tout simplement de déporter l'expérience d'essayage à domicile. À domicile et retour gratuit. Livraison et retour gratuit. Et finalement, proposer, grâce à l'expérience digitale, une valeur ajoutée supérieure à l'expérience en magasin, puisque on sait tous qu'aller acheter des chaussures dans un magasin de chaussures le premier jour des soldes, l'expérience, elle n'est pas terrible généralement. Il faut se battre pour avoir un coussin, il n'y a jamais la bonne couleur, il n'y a jamais la bonne pointure, il faut faire 10 magasins pour trouver une paire de chaussures. Donc, on poser le problème, c'est une chose, trouver la réponse et apporter une expérience utilisateur qui soit meilleure, c'en est une autre. Et si on prend par exemple le métier des avocats, sans doute que demain, le métier des avocats, ça sera plus relire un contrat commercial parce que l'IA le fera très bien. En deux minutes, voilà, sans être facturé. Exactement. Avec $20 par mois. Voilà, donc on va passer de 350 $ de l'heure pour faire relire un contrat à 20 centimes. Donc forcément, on va tous le faire. Mais peut-être que le métier de l'avocat demain, ça sera plus de l'humain, ça sera plus de la négociation, ça sera plus des choses qu'il fait déjà, mais sur lesquelles il va devoir se concentrer parce que le reste... Et quand on prend le métier d'avocat, c'est intéressant parce qu'il y a 20 ans, dans les cabinets d'avocats, il y avait des gens, par exemple, qui étaient spécialisés pour aller
trouver les jurisprudences spécifiques à tel et tel dossier. Aujourd'hui, il faut une recherche dans un moteur de recherche. Ces métiers-là ont déjà disparu. Donc, il y a plein de métiers dans les cabinets d'avocats qui ont déjà disparu au cours des années. Pourtant, les avocats sont toujours là. Mais donc, quand c'est même, une montée en compétences. Alors, c'est pas qu'une montée en compétences, je pense. C'est vraiment un changement de fiche de poste. C'est parce que, en fait, la compétence de faire une négociation d'un deal, d'une vente de boîte, ils l'ont déjà. Mais en revanche, qu'est-ce qui va les occuper demain ? Quel va être leur temps, puisque c'est des gens qui vendent leur temps. Donc c'est là où c'est difficile, parce qu'ils vont se faire beaucoup de challenger là-dessus. Et bien évidemment, entre un cabinet d'avocat qui sera passé à l'IA et celui qui ne sera pas passé à l'IA, l'autre il va être 50% moins cher et tout le monde va aller sur celui-là. Donc de toute façon, il y a aussi une obligation quelque part à y passer, parce que cette compétition, elle est globale autour de l'intelligence artificielle. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de no-code, d'intelligence artificielle, et en même temps tu dis, si tu veux te démarquer et t'imposer, va falloir que tu manies un peu plus tes relations. Oui, exactement. Je pense que, et c'est comme je disais tout à l'heure sur le sujet des entrepreneurs, je pense que de manière contre-intuitive, l'IA va remettre l'humain et les compétences de l'humain au cœur de l'innovation. Je pense que dans beaucoup de métiers, en fait, l'IA va nous obliger à nous concentrer sur les valeurs que font l'humain. Est-ce que c'est forcément une grande valeur pour un humain que de passer du temps à relire des documents, à pondre des slides? Non, d'ailleurs, on le voit bien, au bout d'un moment, tous les consultants qui ont passé leur vie à faire des slides, ils ont envie de changer de métier, parce que c'est super fatigant de faire des slides. Donc, non, je pense qu'en fait, encore une fois, ça va plutôt renforcer les liens sociaux, à mon avis, l'arrivée de l'IA. Donc, il ne faut pas considérer l'IA comme ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les réseaux sociaux, ou ce genre de choses. Ça porte en elle, l'IA porte en elle une ADN beaucoup plus disruptive que toutes les autres technologies qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à potentiellement, d'ailleurs, aller challenger notre modèle économique du capitalisme, puisque si demain, il n'y a plus de travail pour tout le monde, il n'y a plus de croissance démographique, qu'est-ce qui va rester du capitalisme? Pas grand-chose. Donc, il va falloir sacrément s'y préparer. Et peut-être qu'aujourd'hui, moi, ma déception la plus profonde, c'est de ne pas voir suffisamment d'économistes, d'hommes politiques commencer à préparer le monde de demain, puisque si on a une très bonne vision, je pense aujourd'hui, des enjeux climatiques à un horizon 50-60 ans, encore une fois, quand Bill Gates nous dit fin du travail en 2035, c'est dans 10 ans. Et donc, ces enjeux potentiellement sociétaux liés au travail vont arriver bien avant potentiellement les enjeux environnementaux. Il ne faudrait pas d'ailleurs que les deux se fassent concurrence, parce qu'on y perdrait énormément. Mais il se passerait quoi si ce que dit Bill Gates va vraiment arriver en 2035, il n'y a plus de travail? On fait quoi? Il faut réinventer notre modèle économique, il faut réinventer notre société, il faut trouver un autre modèle. D'ailleurs, de toute façon, le capitalisme n'a que 200 ans, c'est très court dans l'histoire de l'humanité, il n'a pas vocation forcément à perdurer au-delà. Est-ce qu'il y a des signaux faibles qu'on arrive un peu à entrevoir de ce que sera justement en 2035? Sans doute aller vers des sujets type revenu universel, sans doute challenger la notion même de travail. C'est des sujets qui sont très débattus, dans lesquels on a beaucoup de convictions, mais qui ne sont pas forcément des sujets qui sont des sujets qu'il va falloir rechallenger au regard des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Mais encore une fois, aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que personne n'est capable de répondre à cette question. Personne n'est capable de répondre à cette question. Allegria, tu peux nous en parler? Oui, écoute, c'est une très belle aventure qui date de 4 ans maintenant, avec mes deux associés Christelle et Thomas. Alors nous, on a démarré d'abord sur le sujet du no-code, puisque encore une fois, l'idée pour nous, en tout cas... Tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent ce que c'est le no-code, pour ceux qui ne connaissent pas? La vision d'Allegria, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a à notre disposition un ensemble de technologies qui permettent à chacun de s'émanciper du code pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire dans nos besoins digitaux du quotidien. La création de valeur passe de plus en plus par le digital, et on est tous des handicapés du digital si on ne sait pas coder. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout un tas de sociétés ont développé des technologies qui nous permettent de nous affranchir du code. La première qui a été mise sur le marché, qui date maintenant il y a 7-8 ans, c'est le no-code. Le no-code, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée de proposer des outils d'interface qui permettent de réaliser des solutions digitales sans écrire de code. Par exemple, faire un site internet sans écrire de code, faire une application mobile sans avoir à écrire de code. Tout simplement avec une interface graphique, et c'est le logiciel qui va coder à notre place. C'est une idée qui date depuis toujours dans l'informatique, de monter dans les niveaux d'abstraction pour permettre à chacun de pouvoir faire plus avec l'outil. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ces outils de code, on a maintenant l'intelligence artificielle qui est encore plus experte dans sa capacité à coder. Et ça, c'est génial. La combinaison des deux nous donne des super pouvoirs et nous permet, en tout cas c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les gens qu'on forme chez Allegria,
que quand tu es bien formé sur ces deux technologies, tu peux savoir faire 70 à 80% de ce que c'est faire un développeur pour tes besoins digitaux du quotidien. Et bien ça te change la vie parce que du coup, tu es autonome, ça coûte beaucoup moins cher, tu es beaucoup plus réactif et ça permet de redescendre aussi dans les entreprises la technologie au niveau du métier, au plus près du business. Et ça, bien évidemment, c'est gain de productivité, c'est un excellent retour sur investissement. Et quand tu dis vous formez, donc Allegria, il y a de la formation, vous Exactement. formez des particuliers, des entreprises aussi. Comment ça se passe ? Alors nous, c'est simple, 70% de notre business aujourd'hui, c'est de la formation, particuliers et entreprises. Donc pour les particuliers, on a des formats de formation en ligne avec du coaching, avec une communauté, avec, j'allais dire, du débutant jusqu'au confirmé, parce qu'on a des formats de 30 heures de formation jusqu'à 800 heures certifiants avec de l'alternance. Donc il y a vraiment tous les niveaux possibles en fonction de ce qu'on veut faire et de là où on veut arriver dans cette compétence. Et pour les entreprises, on va faire de la formation, du conseil, mais aussi on construit des solutions, on fait de la prestation de services encore pour les entreprises autour du no-code et de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très important pour nous parce que comme on est nous-mêmes encore des doueurs, comme on dit, des makers, on construit des solutions, ça permet d'alimenter l'académie avec toujours les meilleures pratiques. Moi, je pense que c'est important. On se souvient tous des profs qu'on avait à l'école. Généralement, les meilleurs, c'est ceux qui étaient encore dans le privé quelques années avant et qui avaient encore une expérience de l'entreprise. Ceux qui étaient profs depuis 15-20 ans, c'était pas toujours les plus intéressants. Nous, on ne veut pas tomber dans ça. On veut continuer à pratiquer parce que ce sont des technologies qui évoluent très vite et c'est ça souvent qui fait un peu peur aux gens, c'est la vitesse à laquelle ça va et la nécessité donc de toujours proposer à nos apprenants les dernières technologies, les meilleures pratiques. Et ça, faut faire soi-même. Combien vous avez formé de personnes depuis Alors, on a accompagné plus de 100 000 personnes déjà. 100 000 personnes. Et on a en ce moment même plus de 7 000 apprenants dans notre académie. Et combien ça coûte ? Eh bien, écoute, il y a, j'allais dire à peu près tous les prix, mais on va dire que ça commence à partir de 1 000 €. Et ensuite, on a des formats aussi qui sont très intéressants, par exemple pour les gens qui veulent faire une reconversion professionnelle, une reconversion académique, puisque le format en alternance est gratuit pour nos apprenants. Il est entièrement financé par les entreprises, par Pôle emploi, donc c'est très intéressant. Et là, on a des profils très variés. On a des gens qui avant étaient agents immobiliers, cuisiniers, chauffeurs de taxi, qui veulent changer de métier. Ouais, et c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est ça la bonne nouvelle. Et tu dirais quoi aux personnes qui disent « j'ai pas envie de me former tout de suite parce qu'on est vraiment à la version 0 de l'IA et que ce que je vais apprendre aujourd'hui, ça va changer l'année prochaine ». C'est une erreur parce que en fait, c'est comme dire je ne vais pas apprendre le français parce que le français, il évolue tout le temps. Tout évolue tout le temps. Je n'achète plus d'ordinateur parce que celui de l'année prochaine sera meilleur. Donc non, je pense qu'au contraire, le momentum, il est maintenant. Ceux qui s'y mettront les premiers seront ceux qui en profiteront sans doute le plus. Et je ne veux pas non plus tomber dans l'excès de dire il y a urgence, si tu t'y mets pas, tu n'auras plus de boulot dans 1 an. Non, ça va être un peu plus long, un peu plus compliqué que ça. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, une personne qui arrive avec ses compétences dans l'entreprise va pouvoir faire des miracles et aider vraiment son entreprise dans un contexte en plus économique qui n'est quand même pas le plus florissant en ce moment, de pouvoir rester compétitif, de pouvoir dégager des marges de manœuvre, de pouvoir peut-être aussi dégager plus de résultats, plus de bénéfices pour aussi augmenter les salaires. On sait qu'il y a un gros enjeu en ce moment quand même dans toutes les entreprises de pouvoir d'achat. Et donc, il faut y aller. Quels sont les 5 outils à tester absolument ? Alors, écoute, moi j'ai ma petite stack technique préférée aujourd'hui et en fait d'abord je pense que ce qui est important de bien comprendre c'est que cette stack technique elle est d'abord liée à 3 compétences indispensables qu'on doit avoir aujourd'hui. Pour faire de l'IA, il faut de la data. Okay. Donc pour faire de la data, il faut généralement une base de données et un outil de knowledge management, un outil qui permet de maîtriser toute la connaissance de l'entreprise. Là, il y a 2 outils formidables pour faire ça, Airtable et Notion. Qui sont deux outils qu'on utilise chez nous au quotidien chez Allegria. Ensuite, généralement, il va te falloir un outil d'orchestration qui va te permettre de faire dialoguer tous ces outils entre eux. Et là, on va aller sur Make, par exemple, ou N8N, qui sont 2 formidables outils d'automatisation. Et puis enfin, il faut de l'IA.
Et là, il y a plein d'outils. Alors, c'est quoi tes préférés? Forcément, on est obligé d'être un peu quand même Team Mistral, Team France, parce qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté. Donc, il faut soutenir Mistral, c'est important. Maintenant, si on regarde... Donc, c'est pas ChatGPT que vous utilisez? Si, on utilise bien évidemment, c'est ce que j'allais justement dire après. C'est-à-dire que et je pense que c'est important de tester l'ensemble des outils. Il y a un certain nombre de cas d'usage sur lesquels Mistral va très bien faire le travail et on va le favoriser. Comme lequel, par exemple? C'est vraiment complètement dépendant des métiers. Il n'y a qu'en testant qu'on sait. En fait, chaque modèle a ses forces et ses faiblesses et on teste systématiquement en fait tous les modèles avant de choisir celui qu'on va faire travailler. Parce qu'il n'y a pas qu'un enjeu de qualité, il y a un enjeu aussi potentiellement de latence. Il peut y avoir un enjeu de coût et un enjeu de sécurité également. Et donc, c'est cette combinaison de facteurs qui va faire que pour chaque cas client, on va dire, dans ton cas, c'est super, on va pouvoir faire du Mistral, c'est très bien, tout le monde est content, mais dans un autre cas, on va aller faire du ChatGPT, du OpenAI, ou on va aller faire du Anthropic, du Claude, ou d'autres outils. Les seuls outils pour le moment que nous, on déconseille, qu'on n'utilise pas, c'est les outils chinois. Je pense à DeepSeek par exemple. C'est un super outil pour un usage personnel, mais il n'y a aucune sécurité sur la data. Tout ce que vous lui transmettez est directement exploitable et va tomber dans le pot commun du savoir de l'IA. Et donc, quand on a des données stratégiques de son entreprise, bien évidemment, c'est la pire des choses à faire. Quelle est la différence entre Claude et ChatGPT? Très proches, deux très belles entreprises, deux philosophies un petit peu différentes. Je dirais que sur la partie agent, sur la partie automatisation, sur la partie code, aujourd'hui, Claude est meilleur. Mais ça change tous les 15 jours parce qu'il y a des nouvelles versions tous les 15 jours. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier non plus dans la course Google et Amazon qui ont quand même... Bon, Amazon, c'est Anthropic derrière, mais en tout cas Google qui a aussi toute une série d'outils, Gemini en particulier, qui progressent très fort. Elon Musk avec Grok qui est un petit peu derrière pour le moment, mais il travaille très fort aussi pour essayer de revenir. Donc cette compétition, pour nous, elle est super parce que ça vous pousse à aller chercher l'excellence. Exactement. À titre perso, tu utilises quoi? Alors moi je suis pour ta propre productivité. Ouais, moi je reste un grand fan de ChatGPT et d'OpenAI, mais je vais utiliser beaucoup la partie APIisée, la plateforme que je vais pouvoir connecter avec du Make par exemple. J'ai automatisé mes posts sur LinkedIn avec Make, OpenAI, Airtable. Ça m'a pris quelques heures de me faire cette automatisation et je suis passé d'1 heure pour faire un post LinkedIn à 5 minutes et ça m'a changé la vie. On a développé maintenant un agent aussi qui répond automatiquement à nos emails. Dans Slack, je peux poser la question dans Slack à mon agent, de lui dire j'étais en rendez-vous depuis 2 heures, est-ce qu'il y a un mail urgent auquel je dois répondre? Il va me le dire, il va analyser mes emails, il va me le dire, il va me proposer une réponse que je vais lui valider, il va envoyer la réponse à ma place. Donc tous ces usages qu'on n'imaginait pas il y a encore 6 mois sont aujourd'hui accessibles et ça c'est génial. Est-ce que tu continues toujours à faire tes presses PowerPoint? Oui, bien sûr, j'en fais encore quelques-unes, mais tout le temps assisté avec de l'IA maintenant, oui. Qu'est-ce que tu utilises comme IA de présentation? Alors, en fait, j'utilise Gamma. Voilà, exactement. Alors, c'est un peu le seul aujourd'hui. C'est quand même un peu les balbutiements. C'est pas top. Je pense qu'il y a 2 sujets dans la presse, dans les présentations. Il y a un premier sujet qui est créer le contenu, puis il y a un deuxième sujet qui est la mise en forme. Le contenu, moi, je reste un fan d'OpenAI pour ça, et en particulier avec Deep Research, qui est juste exceptionnel. Alors, Deep Research, est-ce que tu peux justement l'expliquer? Ouais. Ça existe depuis que quelques mois? Oui, exactement. Ouais. Deep Research, c'est accessible à partir de l'abonnement payant à $20, mais moi, je conseille de prendre plutôt, si vous en faites un gros usage, l'abonnement à $200. Tu peux nous dire la différence? Parce que moi, je suis passée à celle $200 et je n'ai pas vraiment vu la différence. C'est simple. Par exemple, Deep Research, dans la version à $20, tu peux faire que 11 ou 12 recherches, alors que dans la version à $200, tu peux en faire 120. Et c'est la seule différence entre les deux? Alors non, parce qu'après, il y a ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, mais dans la version à $200, tu as aussi accès au tout dernier modèle systématiquement avant tout le monde. Et quand on compare aujourd'hui, mais ça c'est un test que j'ai fait personnellement qui mériterait d'être creusé, mais quand on compare Deep Research dans la version à $20 et dans la version à $200, le résultat, je trouvais meilleur dans la version à $200. Donc, ce n'est pas impossible que le modèle de réflexion qui est derrière Deep Research soit O1 dans la version à $20, qui est un modèle qui a 1 an, et que ce soit O3 dans la version à $200. Mais est-ce que tu peux bien expliquer à nos auditeurs Deep Research? Deep Research, en fait, c'est un mix du ChatGPT que vous connaissez habituellement avec un modèle de réflexion. Et ça change tout. Je vais te donner un exemple très simple. Quand on fait, par exemple, un travail d'enrichissement de data pour des commerciaux automatisés avec de l'IA, qui marche très bien, on avait un client dans le domaine de l'entertainment qui vend des solutions d'entertainment pour des restaurants. Quand on va faire la recherche avec ChatGPT, on va avoir une réponse très rapidement, en quelques secondes, mais avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hallucinations. Par exemple, dans notre cas, il confondait l'ancien restaurant avec un concurrent.
Et donc, il nous disait, ben voilà, dans l'environnement concurrentiel de ce restaurant, il y a tel restaurant, alors qu'en réalité, c'était le nom du restaurant de l'ancien propriétaire qui a disparu depuis. Quand on fait la même recherche avec Deep Research, on va avoir la réponse en 5 minutes, mais il va aller réfléchir lui-même à toutes ces sources de données, il va vous expliquer toutes les recherches qu'il va faire, sa réflexion pour arriver au meilleur résultat possible. Et lui ne va pas faire cette erreur, et il va être capable de nous dire l'historique du restaurant, toutes les sources qu'il a utilisées. Qu'avant il s'appelait comme ça, et que maintenant il s'appelle comme ça, que le gérant avait tel restaurant avant, qu'il avait trouvé sur les réseaux sociaux, qu'il avait mis une photo qui montrait qu'il faisait ça avant. C'est juste incroyable. Le rapport de qualité entre les deux, si on devait mettre un facteur, c'est de 1 à 10. C'est absolument incroyable. Oui. Donc moi, je ne peux plus m'en passer. L'inconvénient de Deep Research, c'est que c'est très consommateur d'eau et d'énergie, donc c'est pas très bon pour la planète. Donc il va falloir vite. Et puis il est moins rapide aussi. Et il est moins rapide. Mais 7-8 minutes, il me semble. Ça dépend des sujets. Moi, j'ai eu des rapports de 50 pages qui ont pris 15 minutes à sortir, mais d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà, il faut faire l'arbitrage entre les deux. On va sans doute vers un abonnement à $2000 d'ici la fin de l'année chez OpenAI qui se positionnera pour remplacer vraiment un collaborateur. Donc, $2000 par mois. Par mois. Oui, bien sûr. Ouais. Dans les entreprises. Oui, pour les entreprises, ouais, exactement. Avec un positionnement, prends un collaborateur qui va te coûter $2000 au lieu de te coûter $5000 ou $6000 et qui va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui ne prendra jamais de vacances. C'est chaud quand même. C'est chaud, ouais. Mais c'est vers ça qu'on va, ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, encore une fois, je pense qu'on n'est pas encore à un niveau d'IA aujourd'hui qui permet de se dire qu'on peut se passer des humains dans les entreprises. Donc on a à minima 10 ans devant nous. Je préfère avoir 50 ans aujourd'hui dans le monde du travail que 25. Que 25 ans. Ouais. Tu sais, je fais du coaching de dirigeants d'entreprise et un de mes clients me disait aujourd'hui avec ChatGPT, je me fais coacher. Alors moi, je ne pense pas que mon métier va disparaître parce qu'il est très humain. Mais beaucoup de gens aujourd'hui utilisent ChatGPT, remplacent. J'en connais plusieurs, ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, encore une fois, tu es dans la même situation que Kasparov, que les radiologues. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je fais aussi de l'accompagnement d'entrepreneurs de manière bénévole de temps en temps au CJD ou dans d'autres associations. Et j'ai fait l'exercice en début d'année. J'étais face à un entrepreneur qui nous présentait sa problématique. 30 minutes, je prends les notes dans Notion. Et à la fin, je fais mon rapport d'étonnement sur un papier et mes 5-6 recommandations. Bon, j'ai quand même fait 15 startups, j'ai 50 piges, j'ai un peu la prétention de connaître un peu le sujet. Et puis je me dis, en fait, j'ai tout pris en note dans Notion, je vais demander à Notion AI, donc l'IA intégrée à Notion, ce qu'elle en pense et de me faire des propositions de recommandations, de stratégie pour cet entrepreneur. Eh bien, les 6 points que j'avais sur ma feuille ont été mentionnés quasiment mot pour mot par l'IA et il m'en a trouvé 2 de plus. Donc même sur un sujet d'expertise aussi pointu que aider un entrepreneur sur sa problématique du moment pour trouver des solutions, sachant que l'IA a eu accès à toutes les vidéos, tous les contenus du Y Combinator, de tout ce qui a pu s'écrire sur les startups, des bouquins, de tout ce qu'on veut, elle est capable de ça aussi. Donc c'est très challengeant. Donc je pense qu'en fait, ce qui est difficile à accepter, en particulier dans un pays comme le nôtre où on est très orienté métier de service, tout à fait, c'est que ces services sont en train de devenir des produits. On est en train de passer d'un monde où les services sont productivisés. Alors, on l'a déjà vécu un peu dans certains métiers, typiquement les agences de voyage, elles ont quasiment disparu et aujourd'hui, on achète directement sur Booking son billet d'avion en ligne. Mais ça va toucher tous les métiers en même temps. Et là, par exemple, on voit aujourd'hui des entrepreneurs qui avaient des entreprises, par exemple, de gestionnaires de patrimoine qui les ont vendues et qui viennent nous voir chez Lekea en nous disant « Je veux créer une IA gestionnaire de patrimoine parce que c'est un métier finalement où il y a un peu d'humain, mais il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de réglementation. Et finalement, je suis convaincu, moi-même, qui ai fait ce métier de gestionnaire de patrimoine en tant qu'entrepreneur, qu'une IA pourrait le faire. Et aujourd'hui, on est en train de développer ce type de produit. Donc, il y aura. Je te donne un dernier exemple, je te coupe une seconde. Je te donne un exemple. Il y a eu une histoire assez intéressante aux États-Unis. Il y a 2 IA qui ont été lancées qui proposent des séances de psychologie. Elles ont fait plus d'1 million de consultations en 6 mois. Ça ne m'étonne pas. Tu vois, ça ne m'étonne pas du tout. La seule chose où je ne suis pas d'accord, ou peut-être pas encore d'accord, c'est que moi, quand j'ai mon client devant moi, il peut arriver avec une problématique. Donc, c'est à moi, je vais lui poser les questions. Et c'est plutôt moi qui vais déceler, en fait, le point de blocage.
Et l'IA peut l'aider qu'une fois qu'il aura identifié son point de blocage. L'IA n'arrive pas à le faire. Si, elle pourra le faire exactement de la même manière. Parce qu'en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les IA qui vont arriver sur ces métiers-là, c'est des IA qui auront été spécialement entraînées pour faire ça. Je te donne un exemple très simple. Est-ce que tu penses que l'IA est capable de mentir, par exemple ? L'IA est censée dire la vérité. Elle va te remonter la vérité. Déjà, il y aurait un grand débat sur quelle est la vérité sur les événements historiques, par exemple. Bien sûr. On a développé, dans le cadre d'une émission qu'on a fait sur France 2 au moment de l'IA Action Summit en février, qui s'appelle La Grande Expérience, on nous a demandé de faire un test de séduction avec de l'IA. Donc, on a créé un agent IA séducteur. On s'est retrouvé devant 5 garçons qui devaient séduire 2 jeunes femmes sur WhatsApp, donc ils ne les voyaient pas. Et ils avaient 10 minutes pour décider avec laquelle des 2 ils allaient partir. Il y avait une vraie jeune fille et il y avait moi avec une IA. Et à cette IA, d'abord, on lui a demandé de mentir, de ne pas révéler qu'elle était une IA si on lui posait la question. Et elle est parfaitement capable de le faire. Tout à fait. Et surtout, on lui a dit, tu dois te comporter pour faire en sorte d'obtenir un rendez-vous avec le jeune homme et tu as 10 minutes pour le faire. Et on a fait ce qu'on appelle un agent. Donc, on a travaillé quand même quelques jours pour construire un agent séducteur avec de l'intelligence artificielle. Aucun des 5 garçons n'a identifié qu'il parlait avec une IA. 4 sur 5 sont partis avec l'IA. Donc en fait, à partir du moment... l'histoire de Brad Pitt. Oui, exactement. Ouais, un autre sujet. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font ton métier, qui sont en train d'entraîner des IA en leur donnant tout leur savoir. Et donc, demain, on aura sans doute une IA coach qui saura que pour résoudre le problème, il faut commencer à avoir un dialogue avec le chef d'entreprise pour identifier son problème. Et qui l'appliquera et qui ensuite pourra trouver les solutions. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, à ce genre de sujet. Et le besoin de, justement, moi, je sais que les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui sont dans une certaine solitude. Oui. La solitude du dirigeant, bien sûr, face à ces moments de vérité. Elle ne peut pas en parler à son associé, pas très envie d'en parler à la maison. Quand il rentre chez lui, il a envie de passer à autre chose. Et en fait, c'est un sas de décompression et d'avoir le sentiment de créer un tandem avec quelqu'un dont le seul intérêt, justement, c'est la réussite de l'autre. Oui. Et c'est sur ça qu'est basé en fait un accompagnement. Et je pense qu'intégrer l'IA, moi j'utilise beaucoup l'intelligence, mais intégrer l'IA aujourd'hui, je pense que c'est primordial parce que j'ai gagné en temps de productivité et ça me permet d'avoir plus de clients, chose que je ne pouvais pas faire avant. Mais il y a ce côté humain qui est ce besoin est de plus en plus demandé. J'ai des clients qui ne sont pas à Paris, qui me disent on peut faire en visio, tout est faisable, mais qui veulent venir parce qu'ils ont besoin en fait de ce contact humain, de ce regard, de cette posture, de ce sentiment de bienveillance, quelqu'un qui nous connaît. Est-ce que tu ne penses pas que ça sera plutôt, on va utiliser les deux, mais celui qui restera, qui aura un métier qui sera plus... qui va pérenniser son métier, c'est celui qui sera justement basé sur l'humain. Bien sûr, je te rejoins complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le cumul de ton expertise avec de l'IA qui va faire que tu vas pouvoir survivre dans un monde où l'IA va te challenger. Par contre, il y aura sans doute des nouvelles offres moins chères, 100% IA. De la même manière que Netflix n'a pas tué le cinéma et que ton expérience quand tu vas dans une salle de cinéma, c'est pas exactement la même que quand tu regardes un film dans ton canapé. Donc, je pense que l'aspect humain va se renforcer de plus en plus, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, tout à fait. Et que donc cette complémentarité va exister. En revanche, peut-être que ceux qui sont moins bons, ceux qui sont médiocres ou ceux qui n'apportent pas cette valeur ajoutée, eux vont effectivement sans doute plus être remplacés par de l'IA. Je pense que typiquement sur le sujet des psychologues, par exemple, tout le monde n'a pas 300 € de l'heure pour aller voir un psychologue de qualité. Et je pense que ces IA vont faire un job et vont aider un certain nombre de personnes à éviter ou à se soigner tout simplement et à trouver une solution à leurs problèmes. Je pense à toutes les personnes, par exemple aussi, qui font des burn-out, pour qui c'est parfois compliqué de trouver la bonne personne qui va les aider à apporter une solution. Donc moi, je pense qu'on va vers un monde de complémentarité entre les deux. Je te rejoins complètement. Mais la compétition va être plus grande et il y a un certain nombre de sujets. Je pense par exemple au call center. Il y a 250 000 personnes qui bossent dans les call centers aujourd'hui. Moi, ma conviction, c'est que dans quelques années, quand tu auras le choix entre parler à un humain ou parler à une IA, on prendra tous l'IA. Parce que l'IA, elle aura été mieux entraînée, elle aura réponse à tout, elle pourra passer des heures avec toi si tu as besoin, sans que ça coûte quasiment rien. Et on ira vers ça. Quand on fait des études aujourd'hui, par exemple en Angleterre, l'année dernière, ils ont fait une étude sur la médecine. Quand tu demandes aux patients
de comparer sur l'établissement du diagnostic et la restitution du diagnostic, un médecin tout seul, un médecin plus une IA et une IA toute seule, tout le monde choisit l'IA toute seule parce que la qualité est meilleure. Parce que le médecin n'a pas été formé pour annoncer un cancer. Parce que quand il est avec le médecin plus l'IA, le médecin rajoute encore des biais. Voilà, donc on a du mal à imaginer ce futur-là. Je pense qu'il y a un film qui le montre assez bien, c'est Her avec Joaquin Phoenix, qui est un super film là-dessus. Et on y est aujourd'hui, puisque c'était il y a quelques années, il était un peu perturbant. Ah oui, il est perturbant, bien sûr. Et je pense que ce qui est perturbant, c'est cette connexion. Et on en discute souvent avec Luc Julia, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais lui il trouve que justement le problème c'est que les gens imaginent IA comme ce qu'on voit à Hollywood. Mais la réalité c'est qu'on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver. C'est ça qui la rapidité est flippant. Exactement. Qui est flippante. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Et est-ce que l'avenir c'est juste Her ou est-ce que l'avenir c'est Terminator ? Incapable de répondre à cette question. Quand justement les personnes qui ont peur de l'IA et ont l'impression de donner, leurs données, qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire, est-ce que c'est partagé ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'IA correctement formée et paramétrée est totalement sécurisée. Autant qu'un ERP ou un CRM dans lequel on va mettre ses données clients. C'est-à-dire, il va non, utiliser... pas du tout. Non, puisque dans ChatGPT, par exemple, il y a un toggle dans les préférences qui permet d'interdire à l'IA d'utiliser tes données pour entraîner le modèle, ce qui n'est pas le cas sur les IA chinoises. C'est pour ça que je disais... D'accord, donc tu vas dans les paramètres de ChatGPT. Exactement. Et tu peux lui dire... C'est vraiment vrai, ça ? Ah oui, c'est vraiment vrai. Et d'ailleurs, si ce n'était pas vrai, les grands comptes n'utiliseraient pas cette technologie parce que si moi, je n'ai pas les moyens d'aller vérifier dans le code, eux l'ont fait. Et puis surtout, si c'était révélé qu'ils ne le faisaient pas, ça serait la fin de leur business model. Tout à fait. Voilà. Et les grandes boîtes aujourd'hui sont réfractaires à l'introduction de l'IA. Ils ont un peu peur. Non, comment ils pas du tout. développent leur propre modèle ? Non, ça c'est fini. Ça c'est terminé. Je pense qu'aujourd'hui, en fait... ceux qui ont peur, c'est plutôt les petites entreprises par méconnaissance en fait du sujet. Mais les grands comptes aujourd'hui sont tous en train d'installer tous ces modèles d'IA sur des instances sécurisées, généralement sur des serveurs chez eux, ce qui leur garantit une confidentialité. Et même plus loin, c'est-à-dire que dans des métiers ou dans des grandes entreprises, je pense à des gens comme Total Energy, Thales ou d'autres, ils vont développer leur propre modèle de langage, puisqu'aujourd'hui, les Chinois ont montré que développer un modèle de langage aujourd'hui, on pouvait le faire avec quelques dizaines de millions de dollars et ce n'est pas des gros montants d'investissement pour ces boîtes-là. Donc non seulement elles vont avoir leur propre modèle, quand elles utilisent les modèles des autres, elles ont ça dans des instances totalement sécurisées et ça fonctionne très bien. Donc non, cet aspect de la sécurité aujourd'hui, il est réglé. Là où il y a un problème, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser de l'IA dans leur entreprise sur des comptes personnels sans le dire à l'entreprise et qui n'ont pas sécurisé leur compte. Ça, via le fameux paramètre, exactement. Ou qui vont le faire sur des IA chinoises encore pire. Et ça, c'est un vrai problème. Ok, au moins c'est dit pour ceux qui nous entendent. Exactement. Quand on est un dirigeant, un entrepreneur, quelles sont les 3 règles d'or à suivre avant d'intégrer l'IA dans son quotidien ? Je pense que déjà, toutes les études montrent que le premier sujet, c'est la formation. Donc, il faut absolument monter en compétences. Ensuite, il y a 2 stratégies possiblement pour déployer l'IA. Première, plutôt top to bottom, qui serait de dire que le dirigeant ou le comité de direction est absolument convaincu qu'il faut aller vers l'IA et ils vont se former, ils vont s'acculturer, ils vont définir une stratégie IA et on va la déployer et on les accompagne pour la déployer généralement sur 12 à 24 mois. Ce qu'on voit beaucoup aussi dans les entreprises, et ce n'est pas qu'une question de budget, c'est un comité de direction, des dirigeants qui ne sont pas complètement convaincus du bénéfice et qui veulent commencer par les cas d'usage. Et donc ça, c'est la deuxième stratégie que nous, on déploie. On identifie avec le fameux diagnostic data IA, qui est d'ailleurs la méthodologie de la BPI, dont on est référencé et qui est financé en partie par la BPI, qui permet en fait d'identifier la situation de la data dans l'entreprise, parce que sans data, pas d'IA, ça ne faut jamais l'oublier. Il y a plein d'entreprises qui n'ont même pas commencé encore leur chantier data, avec des collaborateurs qui enregistrent encore sur le disque dur en local leurs documents. Ça, je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est une faute professionnelle si vous le faites. Ça, c'est dit. Et donc, voilà, il faut faire ce diagnostic-là, identifier les cas d'usage, les quick wins, comme on dit, donc ceux avec le moindre effort qui vont créer le plus de retour sur investissement et les déployer. Ça permet d'embarquer un petit peu tout le monde, de montrer que si c'est possible, ça ne coûte pas si cher, on peut y aller, ce qui ensuite permet de faire de la formation et de la conduite du changement. Donc ça, c'est le 2e conseil. 3e conseil, ne pas nommer un Chief IA Officer. Parce qu'on l'a déjà fait avec le digital il y a 20 ans et ça ne marche pas.
Pourquoi ? Parce que pour que l'IA fonctionne, il faut que ça ruisselle dans l'ensemble des compétences de l'entreprise. On ne peut pas espérer aller chercher 40% ou 30% de gain de productivité avec un gars tout seul qui va déployer l'IA dans l'entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument faire en sorte de former tout le monde, de mettre en place les outils, d'identifier les cas d'usage et d'animer sur le long terme. Et donc, généralement, pour que ça fonctionne bien, en tout cas pour les entreprises qui ont déjà une certaine taille, généralement, il faut construire un groupe dans lequel on va mettre les directions métiers, la direction technique et ceux qu'on oublie tout le temps sur le sujet, les DRH. Et on milite très fort depuis 1 an auprès de tous nos clients pour que le DRH monte en compétence et s'approprie le sujet de l'IA. Pourquoi ? Parce que quand on parle de l'IA dans une entreprise, on va parler conduite du changement, on va parler formation, on va parler recrutement, on va parler changement de fiche de poste. Ça, c'est le cœur du métier du DRH. Et malheureusement, on voit encore trop d'entreprises où le sujet de l'IA, c'est la chasse gardée des équipes techniques. Les gens du métier, c'est eux qui ont l'argent, donc finalement, ils finissent généralement quand même par s'entendre pour faire des choses ensemble. Et la DRH, qui est généralement pas très geek, est un peu laissée de côté. Et ça, je pense que c'est une erreur. Donc le combo no-code IA, on n'a plus besoin de CTO. Alors non, pas complètement. Je pense que c'est encore un autre sujet. En tout cas. Je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre les entreprises qui se créent aujourd'hui et les entreprises qui ont une histoire. Okay. On ne va pas remplacer avec le no-code et l'IA le cœur système de la Société Générale. Il y aura encore besoin de développeurs. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un tas de boîtes. Je pense à des gens comme Accenture ou d'autres qui vont annoncer qu'ils ne recrutaient plus de développeurs parce qu'ils se voient bien que les armées de développeurs qu'ils ont en Inde qui font des lignes de code toutes les nuits pour nous, on en aura quand même beaucoup moins besoin demain. Donc non, il y a encore un avenir pour les développeurs, il y a encore du travail, le changement ne va pas se faire si rapidement. En revanche, intégrer dans sa réflexion la possibilité d'avoir une nouvelle voie pour faire une solution technologique en plus du code, c'est ça l'enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être en responsabilité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et à chaque fois qu'on veut faire un projet digital, ne pas se poser la question de se dire « Ok, est-ce que j'y vais par la face nord avec le code ou est-ce que j'y vais par la face sud avec de l'IA et du no-code ?» C'est ça, en fait, l'enjeu. Ok. Merci, Francis. Qu'est-ce que l'IA ne remplacera pas pour les 10 prochaines années ? L'amour. Le cœur de l'humanité, ça c'est sûr. On aura encore dans besoin. l'heure, c'était remplacé. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri de tomber sur des gens qui tombent addicts ou amoureux de leur IA, bien sûr. Ouais, c'est tout à fait possible. Et il y aura sans doute d'ailleurs des gens qui sont en train de travailler aujourd'hui sur des IA qui auront cette vocation-là. On sait qu'un des gros menteurs aussi du business sur Internet, et on en a un très bon exemple avec Xavier Niel, c'est aussi toute la partie, sexe, pornographie sur Internet, qui s'est énormément développé, qui reste un énorme business, c'est des milliards encore joués sur Internet. Ça, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend juste les sites type Patreon ou autres, 25% du contenu qui est maintenant sur ces sites-là sont des fausses images de fausses femmes généralement, parce que ça reste essentiel du business, créées par de l'IA. Donc on peut s'en réjouir, parce que ça veut dire peut-être aussi que du coup, on va sortir quand même de conditions de travail pour les femmes dans ces métiers très difficiles. Mais d'un autre côté, c'était aussi un job pour un certain nombre d'entre elles qui évitaient de faire des métiers pires. Donc c'est toujours la même histoire avec l'IA. On a deux faces. On a l'IA qui va nous aider à relever les challenges de l'humanité, de nous aider à résoudre peut-être les problèmes climatiques. Et de l'autre côté, il n'y a pas une technologie qui consomme plus d'énergie et d'eau qu'aujourd'hui qu'il y a. Donc voilà, c'est la technologie. Il va falloir, c'est à nous les humains aussi de décider. On a une chance en Europe d'avoir des valeurs, d'avoir aujourd'hui une réglementation. Et moi, je pense que c'est une vraie chance. Il faut qu'on reste absolument intransigeant sur nos valeurs. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc je pense qu'on est peut-être un petit peu mieux protégé en Europe que dans d'autres zones de la planète sur ces sujets. Ok, tu as dit l'amour et en soft skills. En soft skills. Ne sera pas remplacé par l'IA. Un jeune de 25 ans aujourd'hui, tu lui dirais quoi ? D'investir dans quoi ? Je pense que l'imagination, la curiosité, la créativité resteront des éléments fondamentaux. Même s'il y a débat sur la réalité de la capacité à l'IA à créer. Bien sûr. Ça, c'est un vrai sujet. On n'aura pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est un vrai sujet. Non, je pense que ça, c'est les valeurs fondamentales. Être généraliste, être curieux, continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que c'est déterminant. On ne remplacera pas le tourisme, on ne remplacera pas
la sensation incroyable qu'on va avoir devant une toile à aller regarder un opéra ou un bon film. Donc ça restera. Je pense qu'il ne faut pas être inquiet là-dessus. Donc non, je pense qu'il faut être assez quand même serein sur le fait que les changements profonds qu'on va vivre avec l'IA, c'est d'abord dans l'écosystème de l'économie, mais l'économie, notre travail, c'est 50% de notre temps dans la vie, hein, donc c'est une grande partie. Voilà. C'est ce que ça devrait être. Donc, c'est ce que ça devrait être. Donc, je pense que l'enjeu, ça va plutôt être, à mon avis... Quand tu dis 50%, est-ce que tu parles en termes de temps ou dans la tête? Non, de temps. Parce que toi, tu travailles de 8h à 8h. Ouais. Tu comptes pas les heures de sommeil? Non, je compte pas les heures de sommeil, mais souvent c'est ma boîte aussi dans les heures de sommeil en rêve, sans doute. Tu es dans les 50-50 aujourd'hui? Ouais, je pense que je suis dans les 50-50. J'arrive à garder du temps quand même pour d'autres choses à côté, ouais, complètement. C'est important parce que je dors pas beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu disais, tu fais la fête. Voilà, exactement. Ton rapport à l'argent, est-ce que tu gagnes mieux ta vie aujourd'hui qu'à l'époque de Sarenza? Oui, c'est sûr, parce que déjà, Sarenza n'a jamais été rentable, alors qu'aujourd'hui, Allegria est rentable, donc ça change d'avoir une boîte rentable. C'est une belle chose, je trouve, pour un entrepreneur de la tech qui a toujours fait des boîtes qui étaient jusque-là pas rentables, financées par des investisseurs. C'est pas pour autant qu'on n'a pas créé de la valeur, mais c'est un modèle économique différent. En revanche, le rapport à l'argent a énormément changé, bien évidemment. Moi, je suis devenu entrepreneur parce que je savais à l'âge de 17 ans que je ne serais pas un sportif de haut niveau, je ne serais pas un chanteur, et que le seul talent que j'avais, c'était peut-être pour faire des affaires, et que pour m'extirper de mon milieu social provincial et pour avoir une chance de réussir, ça passait par là. Avec toutes ces valeurs qui ont beaucoup changé, d'ailleurs depuis, moi je suis un bébé Bernard Tapie, c'était le mec qui me faisait rêver à l'époque. C'était son bagou ou Tout, c'était... en fait, bon il faut se remettre, c'est parfois difficile à comprendre, mais il faut se remettre dans l'état d'esprit des années 80. C'est pas Mad Men pour ceux qui voient la série, mais quand même un peu. Hein. Donc la réussite, c'était la bagnole, l'argent et les femmes, il faut être clair. C'était ça le modèle Bernard Tapie. Et donc moi, c'était ça. Bah, aujourd'hui, c'est l'impact, c'est de retrouver mes équipes tous les matins et de bosser ensemble. C'est le bonheur de faire quelque chose qui va être utile aux gens. Nous, on démarre toutes nos réunions mensuelles avec un témoignage d'un apprenant chez nous qui a changé sa vie grâce à nous. Et c'est comprendre qu'en fait, gagner de l'argent, c'est le résultat d'abord de rendre des gens heureux, d'avoir un service de qualité qui fonctionne et pas l'inverse. Et nous, on était dans l'inverse à l'époque. Donc moi, j'ai énormément évolué sur sur la raison pour laquelle je suis entrepreneur aujourd'hui, sur mes objectifs. Et je pense que j'ai évolué avec la société, tout simplement. C'est la prise de conscience. Je suis maintenant très, très actif, en particulier sur les sujets d'égalité homme-femme. C'était ma prochaine question, justement. Est-ce que tu penses d'abord que c'est une question d'époque ou est-ce que tu penses que c'est l'âge? C'est vrai que c'est un mix des deux. C'est vrai qu'il y a une époque où le bonheur, c'était la réussite extérieure, alors qu'aujourd'hui, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que moi, je vais donner, c'est ça qui va me rendre heureux. Alors qu'à une époque, les années 80, c'était plus ma réussite extérieure qui me rendait les fameux signes extérieurs de richesse. Exactement, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Et alors, ma question, c'est tu penses que c'est les deux? C'est l'époque qui change et l'âge? Bien sûr, je pense que l'époque a fait beaucoup. On a énormément appris, les femmes ont pris leur place, on nous a expliqué beaucoup de choses. Moi, j'ai découvert la réalité du monde de ce que c'était d'être une femme dans l'entreprise. Et donc, il a fallu aussi du temps pour comprendre ça. Il a fallu échanger. C'était pas un travail facile parce qu'on a tous, nous les garçons, dans les années 70, été éduqués de la même manière. Donc, on avait cette manière de penser que le business, c'était un truc de mec, que la politique, c'était fait pour les mecs. Donc, il a fallu faire ce travail. Et je pense que en plus, moi, je l'ai fait de manière assez naturelle, tu vois. Je me dis pas, ça a été dur, oh là là, qu'est-ce que c'était compliqué de faire de la place aux femmes. Non, ça a été complètement naturel. Et donc, pas de difficulté par rapport à ça. Et ensuite, je pense qu'effectivement, il y a l'expérience qui joue beaucoup parce que forcément, on a vécu des choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un TEDx il n'y a pas très longtemps en expliquant que pour moi, aujourd'hui, déjà, l'association dans une entreprise, c'est obligatoirement un homme et une femme. Celui de le TEDx de Lyon, ouais, exactement. Je vous invite moi, je l'ai regardé, je vous invite à... Parce que ça me semble absolument indispensable quand on monte une entreprise d'avoir les deux sexes de représentés. On est hyper complémentaires. Comment tu fais pour le faire? C'est quoi ta part de responsabilité, justement? Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. C'est-à-dire que ça doit se faire à deux. Il faut aller trouver la bonne personne, mais il faut en avoir envie. Il faut se donner les moyens.
C'est comme quand on recrute, nous on a 40% de femmes chez Allegria, il y a un moment, il faut juste se dire qu'on a envie d'aller les chercher, quoi. Mais rassure-moi, tu ne recrutes pas juste parce que c'est une femme. Non, mais en revanche... Il y a un même niveau de compétence. Exactement, mais prenons le cas de l'école par exemple. Chez nous, on a réservé 50% de places aux femmes. On ne les a pas, mais on a réservé les places. Et dans certaines promos, on y arrive, et puis dans les autres promos, il y a 2 sièges qui sont vides. C'est pas grave, ça ne m'empêche pas de vivre, et ça ne m'empêche pas d'avoir une société rentable, mais on fait une communication qui est dédiée. Les gens qui arrivent chez nous voient qu'il y a des femmes qui sont là. Et donc, tu n'es pas une femme parmi 40 mecs te dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc, c'est vraiment... c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui doit devenir de tes tripes, dans lequel tu dois être absolument convaincu. Et je veux aussi rappeler quelque chose qui me paraît très important. Agir de cette manière-là aujourd'hui, c'est pas être woke. D'accord ? C'est 2 choses complètement différentes. Et je pense qu'en France en particulier, on a quand même une voie un tout petit peu différente des autres pays. On a bien évidemment plein de choses à changer et on est sur ce chemin-là. Et je vois autour de moi plein d'hommes qui sont prêts à changer et c'est très bien, il faut le faire. Mais on n'a pas non plus obligé d'aller dans les extrêmes inverses qu'on peut voir et que nous décrivent très bien des gens comme Caroline Forest ou d'autres aujourd'hui dans leurs livres, ou des gens qui ont fait des infiltrations dans les milieux woke pour comprendre à quels extrêmes on arrive. Moi, je pense que dans tous les cas, les extrêmes ne sont pas bons, que les gens aujourd'hui sont tout à fait capables d'entendre que les choses sont compliquées, mais qu'il y a des solutions qui peuvent être fortes sans forcément être extrémistes. Et c'est là où les gens, parfois, je trouve un peu de mal à faire la part des choses. Exactement. Quels sont les métiers qui vont exploser ? Si on fait une analyse un peu socio-économique, je sais que tu ne dors pas beaucoup, j'imagine, tu lis beaucoup, tu te nourris beaucoup intellectuellement, et en plus tu es optimiste. Donc, à ton avis, quels sont les métiers qui vont exploser les prochaines années ? Alors, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant « Qu'est-ce qu'il faut que mes enfants fassent comme études ?» C'est très difficile de répondre à cette question. Airbus a annoncé il y a quelques temps que d'ici 2-3 ans, tous les avions seront autonomes. On les gardera un pilote parce qu'il faudra rassurer les gens dans l'avion. Mais en réalité, moi, je ne monte pas dans un avion s'il n'y a pas un pilote. Et pourtant, 90% des accidents, c'est lié au pilote. Oui, c'est vrai. Donc, ça reste le mode de transport le plus sécurisé. C'est une erreur humaine. Donc, c'est parfois contre-intuitif. Donc, c'est très difficile, effectivement, de répondre à cette question sur les études. Mais je pense que, de toute façon, des études d'ingénieur ou des études généralistes resteront, de toute façon, des bonnes études et qu'on arrivera... à partir du moment où on est curieux et ouvert sur le monde, à trouver sa place. Par contre, quels sont les métiers à proprement parler qui vont exploser ? Alors, il y a beaucoup de métiers liés à l'IA, bien évidemment. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, qui deviennent coachs en IA, qui deviennent formateurs en IA, revendeurs de solutions d'IA, freelance, maker freelance en IA. Donc, il y a plein de métiers autour de ça. Ça, c'est sûr que ça explose en ce moment. Ça crée tout un écosystème. Parce qu'il y a plein d'entreprises dehors là, qui n'attendent que d'avoir quelqu'un qui est capable de venir les former, de venir les accompagner à passer à l'IA. Donc là, c'est un énorme marché. Ça, c'est un peu court-termiste, mais c'est maintenant en tout cas que ça se fait. Et ensuite, je pense que tous les métiers à la data, bien évidemment, vont continuer à exploser, puisqu'il faut comprendre que la valeur, elle est vraiment en train de partir du code pour aller vers la data. Ça, c'est très important à comprendre. Et que donc, savoir organiser sa data, savoir la valoriser, va être un élément très important de la richesse des entreprises. Donc, tous les métiers liés à la data. Et puis après, il y a plein de questions qui se posent. Typiquement, je pense aux métiers manuels. Souvent, on me dit « heureusement, avec l'IA, on aura toujours des gens dans les métiers manuels. » Non, parce que les robots progressent très vite grâce à l'intelligence artificielle, en particulier, par exemple, les robots ménagers, les robots pour s'occuper des personnes âgées à domicile. Ça arrive très fort et très vite aussi. C'est un horizon 5 ans. Donc, est-ce que les métiers manuels seront vraiment protégés de cette révolution technologique qui arrive ? Je ne suis pas sûr non plus. Tu serais où aujourd'hui si l'IA et le no-code n'existaient pas ? Je pense que je serais au même endroit, mais en train de faire autre chose. Donc, je serais dans la tech. En fait, dans mes 15 startups, j'ai fait 15 métiers différents. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'adore découvrir un nouveau métier, apporter ce que j'ai appris dans un autre secteur, dans un nouveau secteur. J'ai appris grâce à Sarenza qu'en fait, quand on est avec les experts du métier, malheureusement, quand on connaît trop bien un métier, souvent on se met des œillères et on n'arrive plus à innover parce qu'on est tellement convaincu. Typiquement, nous, dans l'éducation, quand on s'est lancé avec Allegria, encore une fois, les experts nous disaient « Non, mais de toute façon, en France, dans l'éducation, si tu ne fais pas des choses financées avec du CPF, avec des OPCO, ça ne marche pas. » Aujourd'hui, 70% de nos clients achètent eux-mêmes, sans aucune aide financière, leur formation. Par le CPF. Mais bien sûr. Vous prenez le CPF et tout. On prend le CPF, mais c'est 10%. Pourquoi ? Parce que quand on prend une formation dont on est certain que quand on met 1 000 € sur la table, on va faire avec 10, 20 ou 50 000 € de création de valeur,
ça pose de problème à personne. Alors c'est sûr que si c'est pour passer son permis moto, qu'on utilisera peut-être une fois de temps en temps et qu'on peut le faire avec le CPF parce qu'on s'en fout, on va le faire. Mais moi je suis désolé, aujourd'hui il y a une responsabilité des écoles à aller expliquer que quand on fait une école, ça doit devoir avoir un retour sur investissement. Les gens qui mettent 50 000 euros ou 60 000 euros pour faire le MBA de l'INSEAD, ils savent que quand ils retournent dans l'entreprise derrière, ils vont faire x2 sur leur salaire. Ça pose de problème à personne. Donc il faut juste sortir de ce modèle tout perpétuellement assisté et se réinventer dans l'éducation pour essayer de proposer des choses qui sont efficaces. Il y a une statistique moi, qui m'a énormément choqué, qui date de l'année dernière, qui a été faite par Amazon. 67% des entreprises françaises aujourd'hui pensent que les compétences technologiques seront plus importantes que les compétences académiques dans les 5 prochaines années. Alors, soit effectivement, ça pose question sur la manière dont se distribuent aujourd'hui les compétences, mais je trouve que ça pose surtout question sur qu'est-ce qu'on apprend à l'école. Aujourd'hui, à l'école, on n'apprend pas la data, on n'apprend pas l'IA. C'est pas possible. Enfin, combien de temps ça va prendre avant que ça se déploie réellement? On va encore se poser 10 ans. Académique, moi, j'ai fait la fac parce que j'étais pas assez bon après l'école, le bac pour faire une prépa. J'ai adoré mes années de fac, c'était génial. Intellectuellement, j'ai appris des trucs incroyables en économie. Et puis après... C'était à Paris? C'était à Metz, à Nancy pour le coup. Je suis de Metz, ouais, j'ai fait mes études à Nancy. Et ensuite, par un coup de chance, mais vraiment un coup de chance, que j'étais pris nulle part ailleurs, j'ai rempli un dossier à l'EM Lyon et j'étais pris à l'EM Lyon. Il n'y avait que qui voulaient de moi. Et j'ai fait 2 ans à l'EM Lyon, formidable aussi, que j'ai adoré, complètement différent. Mais c'était super aussi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié avoir fait cette double formation université et école de commerce. Bon, j'ai une petite pensée à Christopher qui est de Metz, qui est un des fondateurs d'Orso Média, puisqu'on est dans le sud d'Orso Média. Et pour lui, Metz, c'est vraiment la ville qui est sous-cotée, qui devrait... Totalement d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Parce Totalement que là, je lui fais un petit clin d'œil. Ouais, complètement. Là, on se retrouve, bien évidemment. C'est sûr. En fait, je pense que quand on est jeune, on a envie de s'extirper, je pense, de cette région qui est dure, mais qui nous a donné beaucoup de valeur. On est à 50 km de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg. C'est ce qu'on appelle le pays des 3 frontières. Et forcément, ça nous a forgé une conscience européenne, je pense, très très forte. Et moi, j'ai adoré. C'est vrai, je pense que oui, je le retrouve dans ces valeurs. Si tu devais, pour finir, donner un exercice concret à faire cette semaine à nos auditeurs pour commencer à intégrer l'IA dans leur quotidien, commence par quoi? Quel outil? Ouais. Je pense que de toute façon, maintenant, déjà, vous faites tous normalement un minima du chat GPT, donc ça, c'est le premier élément. Ça, en fait, je me suis rendu compte. Ça, il faut y aller. Alors, en fait, il y a 2 aspects par rapport à ça. Première chose, bien évidemment, commencer à utiliser un outil d'IA au quotidien, vraiment s'y mettre, parce que gardez en tête, en plus, l'outil d'IA va s'améliorer plus vous allez l'utiliser, puisqu'il a une mémoire, donc c'est très important de s'y mettre maintenant. Après, la mauvaise nouvelle, c'est que ChatGPT, c'est que 5% de ce que vous devez savoir sur l'IA et pas plus. Parce que, par exemple, intégrer de l'IA dans un workflow métier, vous ne pouvez pas le faire avec ChatGPT. Ça nécessite de maîtriser d'autres outils. Et c'est là où on va vraiment créer de la valeur, en fait. Donc, il faut commencer par ça. Et puis après, je dirais peut-être trouver une première formation chez nous ou chez d'autres, mais en tout cas, s'y mettre vraiment. Malheureusement, souvent, les vidéos sur YouTube, le problème, c'est que c'est pas hiérarchisé. Il y en a plein. Beaucoup d'influenceurs, d'ailleurs, qui souvent vendent un peu du rêve parce que derrière, ils vendent des formations ou alors ne montrent que 5% du truc parce que derrière, ils veulent vous vendre la formation. Donc, c'est toujours un petit peu difficile. Alors, ça donne plein d'idées, plein d'envies, mais quand on s'y met soi-même après, on n'arrive pas à refaire pareil. Ah tiens, forcément. Et les formations que vous proposez, c'est des formations digitales ou c'est du présentiel ou est-ce que c'est les deux? Il y a les deux. On choisit ce qu'on veut. En fait, on a vraiment adapté le format. C'est pour les entreprises, on est plus sur du présentiel. Pour les particuliers, on va être plus sur du remote, mais avec de l'accompagnement, avec du coaching, avec la communauté. Voilà, c'est comme pour arrêter de fumer, c'est plus facile à plusieurs. Voilà, c'est exactement la même chose. Venir avec la famille Allegria qui va vous accueillir, qui va vous permettre de trouver des gens comme vous qui démarrent de zéro. Si vous savez vous servir d'un ordinateur et de Word, Excel, PowerPoint, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Il n'y a rien besoin de savoir de plus. Et tu conseilles bien sûr d'avoir tout de suite la version $20 sur ChatGPT? Non, pas forcément. D'essayer la version gratuite? Je pense que quand même, il y a un petit enjeu financier parce que c'est quand même de l'argent pour beaucoup de gens. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une chance aujourd'hui, c'est que tous ces outils, que ce soit les outils no-code ou les outils d'IA, sont disponibles gratuitement pour démarrer. Donc, il ne faut pas hésiter à tester les outils gratuits déjà pour démarrer, pour commencer à se familiariser. Et puis ensuite, quand on commence à en faire un usage business, là, bien évidemment,
on va créer de la valeur avec, et donc c'est logique de payer une licence en contrepartie pour la valeur qu'on va créer, et on y vient ensuite de manière assez naturelle et sans difficulté. Mais moi, je pense qu'au contraire, je pense que c'est bien de tester plein d'outils différents. Là, en revanche, peut-être, il faut assez vite quand même ensuite se fixer sur 2-3 outils, parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'apprendre 15 outils, comme moi je l'ai fait, ou 20 outils. Et donc, je conseille plutôt, quand on démarre, de se trouver ces 2-3 outils, sa base de données, son IA, son orchestrateur. Et déjà, avec ça, on peut faire des trucs incroyables. Complètement. Moi, avec ChatGPT, Gamma, parce que moi, c'était pas du tout mon talent, les fraises PowerPoint. Et aussi, tout ce qui est Fireflies, d'intégrer... Alors, les note takers, très important. Là, je vous conseille, encore une fois, d'aller voir un outil français qui s'appelle Noota, Noota, qui est génial. Ils sont à Station F. Nous, on les recommande partout. C'est ce qu'on utilise chez Allegria. Et maintenant, 100% de nos visioconférences, 100% de nos réunions en physique. Alors, c'était ça ma question. En fait, on peut l'utiliser pour les réunions physiques, et avoir un récap. On explique juste ce que c'est. C'est en fait un outil, c'est un invité dans notre visio qui écoute la conversation et après fait un récap un transcript complet du métier et un résumé. Et un résumé templétisé, c'est-à-dire que si c'est un rendez-vous commercial, ça va être un résumé commercial. Si c'est un rendez-vous d'un comité de direction, ça va être le template de comité de direction qui va s'appliquer. Et maintenant, avec Noota, on peut même le faire sur ces appels téléphoniques, puisque maintenant il y a un dialogue intégré dans Noota qui permet d'appeler au téléphone, et l'IA est là pour record également l'appel téléphonique et en faire le transcript. Ça, c'est un vrai gain, même en présentiel et téléphonique, parce qu'il te fait le récap, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Merci beaucoup, Francis, pour tous tes partages, tous tes outils très concrets, tes conseils. En tout cas, ça donne envie de passer à l'action. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à tous nos auditeurs, à part leur dire formez-vous? N'ayez pas peur. De toute façon, la technologie est là, on ne reviendra pas en arrière. Ceux qui vont gagner avec cette technologie, ce sont ceux qui vont s'y mettre les premiers et qui vont dompter l'IA avant de se faire dompter eux par l'IA. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain épisode de Skills.